C'est parti. Alors, on y va. Donc, bonjour à tous, donc ceux qui viennent d'arriver. Vous avez le droit de parler, mais si vous parlez trop, je vous couperai la parole. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'arrêter, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont pas fait, qu'il y a un DS à faire et qu'il y a surtout l'appel à faire. L'appel, ça me permet de savoir qui n'arrive pas du tout à se connecter et ceux qui ont éventuellement des problèmes. Si de temps en temps ça déconne, oui, c'est comme tout le monde. Pas la peine de dire oui, de temps en temps ça marche pas. Le DM, il n'y a pas de DM. Le DM, on va le corriger aujourd'hui, c'est bon, mais pas besoin de me l'envoyer, rien du tout. On va le faire ensemble aujourd'hui. Donc on oublie le DM. Par contre, le DS, pour ceux qui l'ont pas fait, c'est à faire avant jeudi, je crois. Et l'appel, c'est à faire avant ce soir, minuit. Après, je vérifie qui n'a pas fait l'appel et je transfère à Madame Barrier et Madame Georgel. Qu'elles sachent qui. Oui, le 38, je vais le corriger. Donc, pour savoir qui n'a pas du tout encore été voir ces messages. L'important, c'est qu'on sache qui n'arrive pas à voir du tout les messages. Parce qu'il y a des élèves, là, par exemple, sur toutes les secondes, il y en a qu'à peu près 80% qui ont fait le DS. Donc, il y a 20% des élèves qui n'ont pas du tout fait le truc. Donc c'est pas normal. Au bout d'une semaine que vous n'ayez pas fait le DS, c'est pas normal. Donc ceux qui l'ont pas fait, je vous conseille d'aller le faire tout de suite. Après, du coup. Donc on va commencer par corriger déjà l'exo, le DM. On va commencer par ça. Donc le 38, peut-être de le retrouver parce que j'avais mis en... Il est où? DM, le voilà. Ah, donc c'était cet exo-là. Alors, globalement, on va répondre rapidement aux questions. Il y avait rien de trop compliqué, c'était plus au niveau 38 page 235 ou 225, je sais plus. De toute façon, je vous le projette, donc il n'y a pas de question. Donc là, c'est les positions de la Terre, 225. C'est ça. Donc là, c'est les positions de la Terre au cours du temps. D'accord? Donc la Terre, en un an, elle a fait un tour. Et donc, première question qu'on vous demande, c'est donner la nature du mouvement du point P modélisant la Terre dans le référentiel héliocentrique. Donc, dans le référentiel héliocentrique, la Terre, elle a bien une trajectoire circulaire. Je vais essayer de choper le truc. Vas-y, viens. Voilà. Elle a bien une trajectoire circulaire, la Terre. D'accord? Elle a une trajectoire circulaire. En plus, vu qu'elle ne change pas de vitesse, on voit que la distance entre deux points est toujours la même. On voit qu'on a une trajectoire circulaire, un mouvement uniforme. Ça fait donc un mouvement circulaire uniforme. Première question, c'était donc mouvement circulaire uniforme. Exprimé en fonction de la distance d, grand D donc, et la distance petit d parcourue par la Terre lorsqu'elle effectue une révolution. Donc, on appelle cette distance-là grand D. Et on vous demande quelle est la distance parcourue par la Terre. Et on appelle cette distance petit d. Donc, je vais effacer ça. Donc, petit d, on fait le calcul. Il n'y a rien de compliqué. Petit d, c'est égal à 2pi, puisque c'est un grand cercle fois grand D. D'accord? Donc, vous faites 2pi fois la distance qui est donnée ici. Donc 1,496 10 puissance 8. 1,496 fois 10 puissance 8. On va obtenir un résultat en kilomètres parce que là on est en kilomètres. Donc on fait le calcul. Pour ceux qui l'ont pas fait, ben on le fait. La calculatrice, je ne trouve plus. Voilà. Donc pour l'instant, rien de compliqué, à part savoir la formule du périmètre d'un cercle. 1,496, 10 puissance 8, et on trouve, donc en puissance, donc on trouve 9,39, 10 puissance 8 km. Donc 9,39 fois 10 puissance 8 km. Donc ça, c'est la distance que parcourt la Terre en un an, c'est-à-dire le tour. C'est bon, tout le monde a noté, j'efface. Ok. Ensuite, on vous demande de calculer la vitesse. Vérifiez que cette vitesse, elle vaut bien cette valeur-là. Donc pour vérifier ça, c'est pas compliqué, il suffit de calculer la vitesse de la Terre. Donc la vitesse de la Terre, c'est la distance qu'elle parcourt. Donc on l'a appelé petit d, cette distance qu'on vient de calculer, sur le temps de parcours.
Mais attention, nous on vous le demande en mètres par seconde. Donc ici, il faut que ça, je le mette en mètres. On a la question 2B. Et ça, il faut le mettre en secondes. Donc ici, on avait trouvé donc 9,39, mais c'est en kilomètres, donc ça veut dire que ça fait 9,39 fois 10 puissance 11 mis en mètres. Le tout divisé par le temps. Le temps pour faire un tour pour la Terre, c'est 365 jours de 24 heures et chaque heure contenant 3600 secondes. Et donc on fait le calcul. Normalement, on doit retrouver exactement la même chose que. Par 365 fois 24 fois 3600 et on trouve 29 800. Donc 29 806 mètres par seconde. Alors ça, c'est sans faire attention aux chiffres significatifs, sinon on devrait avoir que 3 chiffres. Et donc si on respecte les chiffres significatifs, ça nous fait du 2,98 fois 10 puissance 4 mètres par seconde. Et on retrouve bien la même chose que ici. On est bon. Donc ça veut dire que la Terre, en ce moment, elle est en train de se déplacer à 29 800 mètres par seconde autour du Soleil. Et si on le met en kilomètres heure, je vous rappelle, il faut faire x 3,6 et on trouve du environ 107 000 km heure. Donc on est en train de se déplacer à 107 000 km heure dans l'espace, mais on ne ressent rien parce que c'est une accélération qu'on doit ressentir. Et là, c'est une vitesse. Et comme la vitesse ne change pas, eh ben, on ne ressent pas ce changement de vitesse. Et enfin, il n'y a pas de changement de vitesse, donc on ne ressent pas d'accélération. Donc on ne ressent aucune force. Alors, comment évolue le vecteur vitesse de la Terre au cours du temps? Donc vectoriellement, on voit que le vecteur vitesse, en fait, il va être comme ça, etc. On fera les tracés après. Et en fait, on voit qu'au niveau de la longueur, le vecteur vitesse ne change pas. Par contre, il change de direction. C'est ça qu'il faut dire, le vecteur vitesse, lui, sa valeur ne change pas, par contre, sa direction change. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est, on veut essayer de tracer la variation de delta V4 du vecteur vitesse du point de matériel canalisateur à position P4. On va calculer la vecteur vitesse V. Et c'est ça qu'en fait, on n'a pas fait. Donc, on va faire la 4 et la 5 en même temps. En fait, pour tracer un vecteur vitesse, on l'a encore pas fait. Et je vais le faire avec vous en TP, mais on n'a pas eu le temps de le faire. Par exemple, si on veut tracer le vecteur vitesse en 2, il faut tracer déjà, mesurer la distance entre P1 et P2. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez dans la ligne de P2, vous continuez, et votre vecteur, il aura cette longueur-là. Il aura la longueur qu'on lui donnera en fonction du calcul qu'on aura fait. Donc, je recommence, parce que c'est pas clair. Je mesure déjà cette distance-là. D'accord? C'est petit d. Donc, calculer la vitesse, je vais calculer la distance petit d, ici, que j'ai parcouru entre P1 et P2. Donc, il faut le faire avec l'échelle, hein, c'est comme en géographie, hein. On vous dit que, je sais pas, moi, 1 centimètre représente 1 million de kilomètres, bah, vous calculez, il y a tant de millions de kilomètres. Vous divisez par le temps. Le temps qui s'est écoulé entre P1 et P2. Le temps qui s'est écoulé entre P1 et P2, il est noté là, c'est 30 jours. D'accord? Donc vous allez trouver, par exemple, je sais, alors la correction, j'enregistre. Ce qui se passe là, je l'enregistre. Donc vous l'aurez, vous pourrez le regarder autant de fois que vous voulez. Je le mettrai sur Moodle après ou sur mon bureau numérique. Vous verrez un lien. Je disais, la vitesse, c'est la distance parcourue par la Terre entre ces deux périodes ici, entre T1 et T2, enfin entre P1 et P2. Donc par exemple, là, c'est peut-être, je sais pas moi, 3 millions de kilomètres divisé par 30 jours, donc il faut le mettre en secondes, vous allez trouver une valeur en mètres par seconde. Une valeur en mètres par seconde, ensuite, si on vous donne une échelle, vous pouvez tracer la longueur, vous en déduisez donc la longueur de la flèche. Donc la flèche ici. Vous déduisez la longueur de la flèche là. Non, bien sûr que non, on va faire autre chose. On a presque fini le DM là déjà. Donc la longueur de la flèche, en fait, elle est déterminée par le calcul. Et une fois que vous avez trouvé la longueur de la flèche, bah en fait, vous n'avez plus qu'à trouver la direction. La direction de la flèche est dans l'alignement de P1, P2. D'accord? Alors, pour tous ceux qui ont eu des grands frères qui leur ont expliqué, eux, avant, ils faisaient entre P1 et P3. C'est-à-dire qu'ils faisaient comme ça, ils traçaient ici une ligne entre P1 et P3, ils mesuraient la longueur, tac, et ils prenaient la parallèle qui passait par P2. Physiquement parlant, c'est un peu plus juste.
qu'on fait cette année. Mais cette année, nous, on nous a demandé de le faire en mode plus simple, c'est-à-dire on s'occupe que du point d'après, du point qu'on est et du point d'avant. Et du coup, on voit que la flèche n'est pas tout à fait dans la même direction. Mais on va pas commencer à chipoter et c'est pas grave. Donc ici, notre vecteur vitesse, il va être ici. Il va avoir cette tête-là. Donc celui-là ne me sert plus à rien. Tac. Et donc tous les vecteurs vitesse, si vous faites le même calcul à chaque fois, non, attendez, pardon. Si on fait les vecteurs vitesse, tac. Si je prends les vecteurs vitesse ici, donc je vais tracer mon vecteur vitesse ici, la longueur va être la même que le vecteur vitesse en P2, etc. Ici, pareil, je trace la longueur, tac. Et donc à chaque fois, la flèche est toujours dans la même longueur. Et du coup, voilà. Je vais y arriver, il veut pas, si, il veut bien. Voilà. Donc là, vous allez avoir le vecteur vitesse V2, etc. Donc V2, V5 et V8. Donc si on veut calculer la variation du vecteur vitesse, par exemple, si je veux voir est-ce que V7, en fait, je vais avoir un truc comme ça pour V7 en gros. D'accord? Et donc si je fais V8 moins V7, je vois que les deux vecteurs ne s'annulent pas, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même direction. Et du coup, en fait, on voit que si je fais la somme des vecteurs, enfin la différence des vecteurs, ça revient en fait à faire un petit truc qui est comme ça. Je vais le mettre en rouge. Alors là, par contre, c'est limite programme. La variation de vitesse, elle est comme ça. Et ça, vous en reparlerez l'année prochaine, éventuellement en première. On vous demande juste de savoir en seconde, c'est de savoir tracer vite fait un vecteur, et de voir que les deux vecteurs ne s'annulent pas. Donc, si les vecteurs ne s'annulent pas, c'est le chapitre 11 qu'on est en train de voir. Le principe d'inertie nous dit qu'il y a, si les forces ne s'annulent pas, alors forcément, le mouvement ne peut pas être rectiligne uniforme. C'est bien ce qu'on observe. On a bien un mouvement circulaire et pas rectiligne. On est bon pour le DM? Ok. Bon. Allez, on continue. Ok, si tu le dis. Alors maintenant, on va partir sur des exos à corriger. Donc, le premier exo que je vous ai demandé, c'est un sous-marin. Il est plongé dans l'eau et ne touche pas le fond marin. Pour te dire des actions qui s'exercent sur le sous-marin et représentées sur un schéma. Alors, pour y arriver, on va juste prendre un tableau vide. Et donc, concrètement, votre sous-marin, si c'est un point, ici, c'est notre sous-marin. On va l'appeler S, c'est un sous-marin. Si il est immobile, alors le principe d'inertie nous dit qu'il a forcément une des deux possibilités qui est soit il est immobile, soit dans un mouvement rectiligne uniforme. Et là, on vous dit qu'il est immobile, donc ça tombe bien. Le principe d'inertie nous dit donc que forcément, si il est immobile, alors les forces qui s'appliquent sur lui s'annulent. Et on va vérifier ça. Effectivement, vous avez deux forces. Vous avez le poids du sous-marin qui a tendance à le faire couler. Et vous avez une autre force qu'on a déjà vue en TP qui s'appelle la poussée d'Archimède qui le pousse vers le haut. Et les deux, normalement, doivent exactement se compenser. Et effectivement, les deux forces se compensent. Et comme les deux forces se compensent, alors ça veut dire que votre sous-marin, somme des forces égale 0. Monsieur, Oui, c'est quoi la force du bas en bleu? c'est le poids. Ah, ok. Donc, deux possibilités, soit quand vous avez la somme des forces qui est égale à 0, soit elle est immobile, soit elle a un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme. Désolé pour l'écriture. Et là, on voit que dans notre cas, on vous dit qu'il est immobile, donc voilà, il est mobile. Mais les deux vont tirer dans les deux sens. Hein. Si c'est immobile, alors les sommes des forces égale à 0. Si la somme des forces égale 0, alors il est soit immobile, soit rectiligne uniforme. Et là, dans notre cas, il était immobile. Tout ce qu'elle va faire sur le chapitre, sur l'exercice là. Maintenant, l'exercice 23 avec le porte-avions. Je le projette. Donc on voit qu'on va étudier le vecteur vitesse du point P. Alors déjà, on va regarder l'avion, il arrive. Donc l'avion, il arrive, il arrive sur l'entrée du porte-avions. Puis, au cours du temps, avec les photos, on voit qu'il se retrouve ici. Donc à la fin, il est à l'arrêt ici. Si on trace les vecteurs vitesse, en fait, si on trace un vecteur vitesse, il faudrait relier les deux points là, mesurer la distance, d'accord? Et donc on peut tracer le vecteur vitesse
ici en gros, ça ferait un truc, en fonction de l'échelle qu'on vous donne, ça ferait un truc comme ça. D'accord? Si maintenant je trace le vecteur vitesse pour l'avion au moment là, on trouve un tout petit truc comme ça. Et donc on voit que le vecteur vitesse à l'entrée ici, il est bien plus grand que le vecteur vitesse à l'arrivée, parce que l'avion est en train de s'arrêter. Donc le vecteur vitesse, est-ce que la variation est nulle? Ben non, on voit que ce vecteur vitesse-là, moins le vecteur vitesse-là, c'est pas égal à 0. Et donc si le vecteur vitesse varie, ça veut dire qu'on a un mouvement qui n'est pas uniforme. Donc forcément, si on a un mouvement qui n'est pas uniforme, ça veut dire qu'il y a une force qui s'applique sur mon avion. S'il y avait 0 force, l'avion, en fait, il aurait toujours la même vitesse quand il arriverait ici et quand il arriverait au bout. Donc il s'arrêterait pas, quoi. Donc le principe d'inertie nous dit que, alors déjà on va répondre aux questions, indiquer l'évolution du vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse garde la même direction, mais sa valeur diminue. Effectivement, il est rectiligne ralenti, c'est ça. Et comme il est rectiligne ralenti, le vecteur vitesse, delta V, la variation du vecteur vitesse n'est pas nulle. Donc, question B, si on suppose que le principe d'inertie s'applique, alors on va pas entrer dans les détails, mais normalement, que le principe d'inertie s'applique, il faudrait qu'on soit dans un référentiel galiléen, etc. Vous verrez ça en terminale pour ceux qui prennent SP. Pour les autres, on s'en fout. Donc, il faut nous dire des forces qui s'exercent sur l'avion. Vu qu'on a un mouvement rectiligne ralenti, c'est pas un mouvement rectiligne accéléré, uniforme, pardon. Donc, si c'est pas un mouvement rectiligne uniforme, alors ça veut dire que la somme des forces est forcément différente de 0. Forcément. Parce que on voit que l'avion ralentit. Et donc, indiquer la direction et le sens de la somme vectorielle des forces extérieures appliquées à l'avion. Tout simplement, si on regarde, l'avion, il ralentit, donc c'est-à-dire qu'il y a une seule force qui s'applique sur lui, et cette force, alors je vais la mettre en, je sais pas quoi, elle est en violet, il existe une force qui le tire vers l'arrière, et cette force, eh ben, tout simplement, c'est le freinage de l'avion. En réalité, hein, il n'y a pas que le freinage de l'avion, il y a aussi, pour ceux qui ont déjà vu, une sorte de gros ressort là, un gros élastique géant. Et quand l'avion il atterrit, ici il a un crochet à l'arrière qui s'accroche sur un élastique et du coup ça la ralentit. Ça l'aide à freiner, sinon il n'aurait pas assez de ses freins. Voilà. C'est tout pour le chapitre 11. Est-ce qu'on a des questions? Non, les autres c'est bon. Donc voilà, ce qu'il faut juste retenir au chapitre 11, hein, si on fait un petit résumé rapide, c'est que si jamais vous avez la somme des forces est égale à 0, alors c'est soit immobile, voilà, immobile, ou alors rectiligne, je vais y arriver. On va écrire avec un texte, ça ira plus vite. Uniforme. Ou alors, et ça va dans les deux sens. Si jamais votre truc est immobile, alors la somme des forces est égale à 0. Et si votre truc a un mouvement rectiligne uniforme, alors égal à 0. Par contre, si c'est différent de 0, alors forcément ça ne peut pas être immobile et ça ne peut pas être rectiligne uniforme. C'est tout sauf un des deux là. C'est juste ça qui nous dit le principe d'inertie. D'accord? Pas de souci là-dessus? On passe au chapitre 12. Alors le chapitre 12, je vous le projette. Il est déjà en ligne sur mon bureau numérique, sur Moodle. Il est... Non, mais non, c'est juste présentiel. De quoi? J'ai pas compris. Pardon, mon micro s'est activé tout seul, désolé. Ok, pas de souci. Alors, le chapitre 12, on va parler du son. C'est sur le son, effectivement. En fait, le son va... Alors, concrètement, là, quelle que soit votre spécialité, vous allez en manger parce que l'année prochaine, il y a une grosse partie du programme d'enseignement scientifique. Moi, j'ai une grosse partie, c'est un quart de l'année. On va passer sur le son. En fait, ce que je vais vous expliquer là, en fait, ça explique en gros la base,
c'est-à-dire ce que devez savoir, par exemple les fréquences, etc. Et l'année prochaine, vous irez un petit peu plus loin en enseignement scientifique. D'accord? Donc la difficulté, c'est ceux qui ont enseignement scientifique cette année, par exemple, ah bah, ils n'ont pas eu la chance de voir ça, eux. Pas compris quoi? On n'a pas commencé? Bon, bref, on y va, on commence. Donc déjà, première chose, le son, qu'est-ce que c'est? Le son, en fait, quand vous parlez, par exemple, quand vous écoutez de la musique, le haut-parleur ou votre téléphone, c'est pareil, hein, vous avez la même chose. Vous écoutez la musique sur votre téléphone ou dans vos écouteurs, en fait, vous allez faire vibrer une petite paroi. Cette petite paroi qui est ici, là, elle va vibrer, et en vibrant, elle va compresser l'air. Ce qui fait que vous allez avoir de temps en temps une compression de l'air. Ici, vous allez avoir une compression de l'air à cet endroit-là, puis une dilatation de l'air, donc moins de pression, puis une surpression, puis une dépression, etc. Et donc, si on regarde tout ça, en fait, on se rend compte que lorsque vous avez une surpression, on peut représenter ça par une flèche vers le haut d'une courbe, et quand on est vers le bas, par le minimum d'une courbe. Et on se rend compte qu'on a quelque chose qui va osciller de manière sinusoïdale, par exemple. Pas forcément sinusoïdale. Hein. Vous verrez ça l'année prochaine, on en reparlera un peu dans le chapitre d'après. Mais un son qui serait comme ça serait un son type pur. C'est-à-dire un son oui, c'est une onde, mais si je faisais un son avec cette fréquence-là, exactement avec cette tête-là, vous auriez un son de téléphone, le bip du téléphone. D'accord? Par contre, moi, si je fais un la, où le son ne sera pas du tout la même tête-là. Ce sera un truc qui aura la même fréquence, mais qui sera peut-être, qui aura la tête un peu comme ça, et ça, vous verrez ça l'année prochaine. Avec des pics, etc. C'est beaucoup plus complexe. D'accord? Vous verrez ça l'année prochaine. Ce que je vais juste savoir cette année, c'est que le son, c'est une onde. Et c'est une onde matérielle. C'est-à-dire qu'elle a besoin, une onde mécanique, elle a besoin de comprimer ou de dilater quelque chose pour se déplacer. Ça veut donc dire que dans l'espace, vous n'avez pas de son. Donc tous les films de science-fiction que vous voyez dans la vie de tous les jours, tous les films qu'on a vus jusqu'à maintenant, où il y a des explosions dans l'espace avec des tirs de laser et tout le tralala, physiquement parlant, bon déjà c'est déjà n'importe quoi par défaut, mais surtout, il n'y a pas d'air voilà, pour bouger, et du coup il y a forcément zéro son. Alors le truc c'est que ce serait très chiant, parce que un film où vous avez zéro son, c'est pas forcément agréable. Donc dans tous les films Star Wars, on les entend qui tirent, machin, explosion. En fait non, il n'y a pas de son. Donc il n'y a pas de son qui se déplace. Et donc le son, lui, a besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. Information, le son, il a environ une vitesse d'à peu près 340 mètres secondes dans les conditions normales. À titre de comparaison, ça c'est un truc que j'ai trouvé dans votre bouquin, vous, quand vous marchez, vous vous déplacez à peu près à 1 mètre seconde. En vélo, vous êtes à peu près à 6 mètres secondes. En voiture, environ à 20 mètres secondes. En TGV, autour de 80 mètres secondes. Un avion, on arrive autour de quasiment à la vitesse du son, on n'est pas loin de la vitesse du son. Il y aura des avions qui sont hypersoniques, par exemple les avions de chasse. Ils vont au-delà du mur du son. Ils vont plus vite que la vitesse du son. Et dans l'air, donc le son se déplace à 340 mètres secondes. Donc ça peut paraître pas mal, hein, 340 mètres secondes. Mais comparé à la vitesse de la lumière, c'est tout petit. On voit que la vitesse de la lumière, c'est 300 millions de mètres secondes. Donc c'est bien plus grand que 340 mètres secondes. Alors, ça, c'est un phénomène qui peut être intéressant. Par exemple, quand vous avez un orage et qu'il y a la foudre qui tombe, vous allez voir l'éclair instantanément. En fait, c'est pas instantanément, mais c'est quasiment instantanément. Par contre, le tonnerre, vous allez l'entendre avec un décalage. Et en fait, ce décalage, ça correspond à la différence de temps qu'a mis le son et la lumière. Donc concrètement, si, par exemple, vous voyez un éclair, vous pouvez compter pendant 3 secondes. Si vous comptez 3 secondes, la foudre, elle est tombée à 3 fois 340, soit environ 1 km. Des questions? Non, mais qui c'est qui souffle là? C'est bon? Bon, donc on continue. Alors, la vitesse du son, comment on la mesure? La vitesse du son, on la mesure en faisant la distance parcourue par le son sur le temps. Donc, par exemple, vous voyez, vous faites un son, et vous regardez combien de temps va parcourir. Alors, en fait, je vais vous expliquer rapidement, parce qu'on ne peut pas le faire, parce qu'on aurait dû le faire en TP, mais on ne peut pas le faire en TP, parce qu'on ne peut pas se voir. En fait, on aurait pu faire un TP tout simple. Le TP tout simple que je vous aurais fait faire, si on avait eu le temps, c'est que j'aurais mis un haut-parleur.
ici, j'aurais mis un haut-parleur. D'accord? Donc, je vais noter HP. Ici, j'aurais mis un micro. Donc, je vais l'appeler micro 1. Et ici, j'aurais mis un micro 2. Et en séparant la distance, on les séparait par exemple d'1 mètre. Et avec un ordinateur, on aurait enregistré le son du haut-parleur avec un PC par exemple, avec votre superbe machine de course que la région vous a offert. On aurait pu calculer parce que le son, en fait, il va arriver en premier au micro 1, puis au micro 2. Donc on aurait eu un décalage de son. En fait, on aurait eu un pic comme ça pour le micro 1, puis le même pic un peu plus tard pour le micro 2. Donc on aurait eu le micro 1 et le micro 2. Et donc grâce à un oscilloscope ou grâce à votre ordinateur, on aurait pu calculer le temps que le son aurait mis pour aller de là à là. D'accord? Et donc j'aurais pu calculer la vitesse du son, vu qu'on a parcouru 1 mètre et qu'on a divisé par le temps, on aurait pu trouver le temps qu'il aurait fallu pour parcourir ce mètre, et du coup on aurait pu mesurer la vitesse du son. Ça marche pas trop mal, et si on le fait en TP, on trouve souvent autour de 300-340 mètres secondes. Donc ça, bon, j'espère qu'on pourra le faire si on a le temps, ça dépend quand le confinement est levé. Vous pouvez le faire chez vous, hein, c'est pas compliqué, il faut juste 2 micros. Donc c'est pas évident, ou alors ce que vous pouvez faire, c'est vous avez des vieux écouteurs avec deux écouteurs, mais des écouteurs filaires. Vous pouvez brancher sur le prise micro de votre ordinateur, parce qu'en fait un écouteur c'est plus ou moins qu'un micro, on en reparlera aussi. Et du coup, si vous écartez, vous mettez un son, par exemple, vous claquez des mains à un certain endroit de la pièce, vous mettez un écouteur plus près de vous, un écouteur plus loin de vous, et avec un logiciel comme Audacity, vous allez pouvoir voir qu'on peut faire un décalage, vous pouvez mesurer le décalage. Donc ça se fait, hein, ça marche. C'est un peu rudimentaire, mais ça marche correctement. On verra si j'ai le temps de vous expliquer ça, pour le faire à la maison si vous avez le temps. Et donc voilà, donc on repart sur notre TP. Donc là, pour l'instant, on a juste parlé de la vitesse du son. Il est où? Il est là. Alors, information importante aussi. Attends, juste, c'est pas ça. Ça. Un truc important que je vous informe, la remarque, plus le milieu est dense, plus le son se déplace rapidement. Pourquoi? Tout simplement, imaginons vous êtes déjà vous avez déjà vu ce qu'on appelle les sphères de Newton. C'est les petites billes là qui sont l'une à côté de l'autre et puis qui vont se taper l'une dans l'autre. Je vais essayer de les mettre correctement. Ces petites billes qui sont l'une à côté de l'autre comme ça, qui sont reliées par une corde, enfin qui a une corde au-dessus qui les maintient. Et lorsqu'on écarte celle-ci, quand elle va taper, l'autre va ressortir quasiment instantanément. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il y a un tout petit écart entre les billes. Et du coup, le mouvement se déplace très rapidement. C'est pareil pour le son. Le son, en fait, plus votre milieu est dense, plus les particules vont être très proches. Et dès qu'il y en a une qui va bouger, elle va tout de suite faire bouger l'autre d'à côté. Et donc, dans l'eau, par exemple, le son se déplace plus rapidement que dans l'air. Donc, le son se déplace à peu près 10 fois plus rapidement dans l'eau que dans l'air. Le métal, c'est encore pire, parce que c'est encore plus dense. Et donc, c'est pour ça que les Indiens, ils écoutaient le rail des trains, parce qu'en mettant leur oreille sur le rail d'un train, ils entendaient le son avant même que le son parvienne dans l'air. Le son arrivait bien plus vite au niveau du métal. C'est pour ça que dans les films, on voit des fois les Indiens qui écoutent le son du train sur le rail. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu plus de calcul. Bon, pas grand-chose, hein. En fait, si c'est une onde, elle a forcément une période. C'est-à-dire que si c'est une onde comme ça, il y a forcément un écart de temps entre deux pics, qu'on appelle la période. Alors souvent, on le note grand T, simplifié. Et la période, en fait, c'est combien de temps s'est écoulé entre deux vagues. Par exemple, combien de temps s'est écoulé entre deux compressions. Et donc, une fois que vous avez ce temps en secondes, donc très souvent c'est des millisecondes, hein, pour les sons c'est des voire des microsecondes. Donc des trucs petits, on ne peut pas les mesurer à l'oreille, mais on peut les mesurer avec un appareil. Et si vous avez votre période, vous pouvez calculer la fréquence. Ça, normalement, cette formule-là, vous l'avez déjà vue. Il n'y a aucun souci, vous l'avez déjà vu en collège, etc. La fréquence, elle est donc donnée en hertz et le temps en secondes. Donc, par exemple, si on prend un La au piano, un La au piano ou n'importe quoi, ce qu'on appelle le La 4, le plus connu, c'est 440 Hz. Ça veut donc dire qu'il vibre 440 fois par seconde. Donc si je veux savoir quelle est la période, je vais faire 1 sur 440. Alors je vais faire le calcul rapidement en 2 secondes.
Et vous avez donc la période en secondes. Donc c'est un truc tout petit. Et ça fait donc à peu près 2,2 pardon, enfin 2,3 millisecondes. C'est-à-dire qu'il y a 0,0023 secondes entre deux compressions de l'air. Donc c'est un truc qui vibre très vite. C'est pour ça qu'un haut-parleur, très souvent, on ne le voit pas trop vibrer. En fait, on le sent qu'il vibre si on met la main dessus, mais c'est tellement rapide qu'on ne voit pas vibrer. Des questions là-dessus? Vous êtes bien calme. Bon, tant mieux. On continue. Alors le chapitre là, il n'est pas bien compliqué. Hein. Il n'y a pas besoin de... On va pas y passer 50 heures de toute façon. Bah, les autres sont là, mais ils écoutent. Tant mieux. Alors, en fait, quand vous faites un son, par exemple, imaginons que vous ayez une guitare et que vous voulez enregistrer cette guitare avec votre téléphone. Le son, il n'est pas directement transmis de la guitare, etc. Déjà, comment ça fonctionne? Si j'ai une guitare, je vais faire vibrer une corde. Donc, si je fais vibrer une corde, je fais vibrer une corde avec une certaine fréquence. Donc, vous verrez ça l'année prochaine en enseignement scientifique. Comment est-ce que évolue la fréquence en fonction de la longueur de la corde, etc. Mais pour cette année, on vous demande juste de comprendre qu'on fait vibrer une corde, on fait vibrer un objet. Cet objet, il va aller faire vibrer une caisse de résonance. Alors, c'est très souvent le cas. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est très souvent le cas. Quasiment tous les instruments de musique, il y a toujours une caisse de résonance. Quasiment tous. Sauf cas particulier. Donc, le cas particulier, il y en a, par exemple, le triangle, là. C'est le petit truc en métal, on tape dessus. Il n'y a pas vraiment de caisse de résonance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'il n'y a pas de caisse de résonance? Je sais pas. Je réfléchirai plus tard, mais bon. Il y a des instruments qui n'ont pas de caisse de résonance. Dans une guitare, par exemple, il y a une caisse de résonance, c'est la grosse boîte. Donc, la corde que j'ai fait vibrer la caisse de résonance. Donc, la caisse de résonance, elle fait vibrer de l'air. C'est creux, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de boîte qui amplifie la vibration. C'est juste le son, quoi. Je ne sais pas vraiment si on peut appeler ça une caisse de résonance, mais effectivement, ça aide à avoir un son plus beau. Mais dire un triangle, le son est toujours très faible, tu n'arriveras jamais à l'avoir fort. C'est pas possible. Il n'y a pas de caisse de résonance. Bref, donc revenons-en à notre caisse de résonance. Donc la caisse de résonance, ça fait vibrer l'air. Donc là, à partir de maintenant, ça se passe dans l'air. Donc l'air, les particules vont commencer à vibrer entre elles, elles vont faire vibrer les particules d'à côté. Et ça va se déplacer comme ça jusqu'à atteindre le micro. Au niveau du micro, votre téléphone, vous allez avoir une petite paroi qui va vibrer. Cette petite paroi ici, elle va vibrer en fonction de la pression de l'air, qui varie à droite et qui varie du coup à cause de la musique. Et donc, le micro, il va transformer cette vibration en signal électrique. D'accord? Le signal électrique, lui, il va être numérisé, c'est-à-dire qu'il va être transformé en 0 et en 1 par votre ordinateur, etc. Donc ça, on verra ça, vous verrez ça surtout l'année prochaine. Puis, bah, votre téléphone, ensuite, il l'affiche sur votre graphique. Alors, ce qui se passe quand je vous parle en ce moment, c'est un peu la même chose. En fait, ce qui se passe là, c'est que moi, je parle. Donc, mes cordes vocales vibrent. Mes cordes vocales vibrent, et donc quand elles vibrent, elles vont créer un son. C'est-à-dire qu'elles vont créer une compression de l'air. L'air va se comprimer, il va se dilater, etc. de manière à la fréquence à laquelle je parle. Et ces particules qui bougent vont aller taper dans mon micro. Quand elles tapent dans mon micro, elles vont faire vibrer mon micro. Le micro va transformer cette vibration de l'air en signal électrique. Ce signal électrique, il est transformé dans mon ordinateur en 0 en 1. Oui, c'est un peu ça, la bouche, un peu la caisse de résonance, surtout la gorge. Et donc, les 0 et 1, ils vont par Internet chez vous. Une fois qu'ils sont chez vous sur Internet, votre ordinateur transcrit les 0 1 au signal électrique. Il envoie dans vos haut-parleurs d'ordinateur. Les haut-parleurs d'ordinateur vont vibrer. En vibrant, ils vont créer une vibration de l'air. Cette vibration de l'air va aller jusqu'à votre oreille. Et ensuite, votre oreille, elle va vibrer, le tympan vibre. Et cette vibration, au niveau de votre tympan, va faire vibrer ce qu'on appelle les osselets, etc., les os internes de votre oreille. Donc ça, c'est de la bio, c'est pas ma tasse de thé. Et ensuite, cette vibration va faire vibrer des cils, etc. Il va y avoir un micro-signal électrique qui va aller jusqu'à votre cerveau et vous m'entendez. Donc tout ça, c'est de manière tout à fait transparente, vous vous en rendez pas compte. En fait, il y a une chaîne. Si tu veux, ouais. Donc en fait, à chaque fois que tu entends quelqu'un qui joue de la guitare, il faut se dire que la corde a fait vibrer la caisse de résonance fait vibrer de l'air fait vibrer, la vibration de l'air se déplace jusqu'à votre oreille, etc.
D'accord? Donc dans le cas de notre cerveau, il n'y a pas de transcription en numérique, évidemment. Mais votre signal, il est quand même transcrit en un petit signal électrique dans votre cerveau et qui arrive à votre cerveau, puis ensuite votre cerveau analyse ça, puis ça fait du son. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Voilà. Donc sur ce chapitre-là, il n'y a rien de plus. Alors dans mon bureau numérique, je vous ai mis, alors je vais me reconnecter. Donc dans le chapitre 12 sur Moodle, alors là vous ne le voyez pas, il faut que je partage mon écran pour que vous le voyez. Tac. Voilà, vous allez voir mon écran. Donc pour le chapitre 12 sur Moodle, je vous ai mis quelques activités à faire, d'accord, du livre, et quelques exercices à faire. Donc ça, je vous demanderai de les faire pour la prochaine fois, d'accord. Donc il y a 3 exos. Les activités à faire, celles du livre. Ah, pardon. Ah, je me suis planté. Est-ce que ça a marché? Oui. Les activités, et donc on les corrigera surtout la prochaine fois. Pour l'instant, je considère qu'on les a pas mis. Alors juste, je vous montre c'est quoi les activités. Comme ça, on peut juste regarder un petit peu ensemble. On peut peut-être faire la première ensemble vu qu'on a un peu de temps. Alors, 234. Alors, tout simplement, on va faire celle-ci. Attends, je repasse sur... oui. Toc. C'est quoi la prochaine fois? Bon, on verra peut-être... comment ça s'appelle? Jeudi. Enfin, je sais pas, on va voir. On se mettra d'accord. Ça dépend à quel rythme on avance. Alors, donc oui, les activités. Oui, vu comme je bouge, vous enregistrez, puis ça enregistre. Donc, on se mettra d'accord, bah, je sais pas. Faut se mettre d'accord tout de suite si vous voulez. Alors, je crois que j'ai dit jeudi avec les autres secondes. Si vous voulez, bah, on peut dire mercredi. Mercredi 14h. Alors, on va juste faire, du coup, on va faire juste les activités là du livre rapidement. Donc en fait, on vous explique un son. Alors la vidéo, je vous laisserai la regarder, la vidéo qui est donnée dans le bouquin. Là, il y a une petite vidéo. Cliquez sur le lien vidéo, là, ça s'ouvre. Et vous avez une petite vidéo qui vous explique comment ça marche le son. Mais c'est exactement ce que je vous ai dit à l'oral tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est par exemple cet instrument-là. Cet instrument-là, on vous dit que ici, en fait, quand vous allez taper avec le bâton sur le bois, vous allez faire une vibration sur le bâton. Et en fait, ici, ce qui va vibrer, c'est l'espèce de ballon là en dessous, je sais pas c'est en quoi. Et en fait, ce truc-là, c'est ça qui va faire office de caisse de résonance. C'est pour ça qu'on l'entend. Alors ça marcherait hein, sans ça, mais beaucoup moins fort. La caisse de résonance, ça permet d'amplifier le son. Comme son nom l'indique, ça s'appelle une caisse de résonance, donc ça va résonner et ça va faire un son plus fort. D'accord? Donc ça sert. Donc les questions, hein. Regardez à quoi correspond le signal sonore. Bah, le signal sonore, c'est une vibration de l'air. Citer les différents éléments constitutifs d'un balafon qui lui permettent d'émettre un signal, bah, tout simplement, c'est le truc en bois qui va vibrer, qui va faire vibrer la caisse de résonance et qui fait vibrer l'air autour. Voilà. Indiquer le terme utilisé pour désigner les calebasses pour expliquer leur utilité. Alors les calebasses, c'est les trucs en dessous, je crois. Et les trucs en dessous, en fait, font office de caisse de résonance. C'est tout. Alors, proposer une hypothèse pour permettre d'expliquer les différences de taille des caisses de résonance entre un diapason, une guitare et un balafon. Bah, tout simplement, les caisses de résonance, elles vont dépendre de la vibration de l'instrument. Donc, par exemple, ça dépend de la hauteur du son, de la fréquence du son. Donc, on voit par exemple que là que plus le son va être grave, plus la caisse de résonance va être plus ou moins importante. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a besoin de souvent les instruments-là font des bruits assez aigus. Donc, il y a besoin d'une grosse caisse de résonance. Mais plus on va vers le haut, plus on voit que les caisses de résonance sont importantes. On en reparlera un peu plus tard aussi de ça. Alors, activité 2, très rapidement. Donc, on vous parle de Star Wars. Donc, ça, c'est l'explosion dans le film. On vous demande dans quel environnement, eau, air, espace, se trouve l'étoile noire dans Star Wars. Dans Star Wars, l'étoile noire, elle est dans l'espace. C'est une planète... c'est une base spatiale. Et donc, du coup, quand elle explose... Alors, attends, je suis obligé de zapper, je sais pas vous me parler. Ouais, c'est une lune, ouais, si on veut. Alors, en fait, quand ça va exploser, c'est dans l'espace, donc le son, il n'y en aura pas. Parce que simplement, l'espace ne peut pas... Enfin, le son ne se déplace pas dans l'espace. Donc, théoriquement, dans le film, on ne devrait rien entendre. Alors, sur le bateau. Donc, même question pour les mecs sur le bateau. Donc, les mecs sont sur le bateau. Ils vont mettre du son
dans l'air. Le téton dans l'air va aller dans l'eau et va être entendu par les baleines, etc. Alors, l'intérêt, c'est pas trop intéressant de faire ça, ça va pas très loin parce qu'en fait, le son, il est perturbé lorsqu'il passe de l'air à l'eau, il y a une grande partie qui disparaît. Donc en fait, pour éviter d'avoir ce phénomène-là, souvent ce qu'ils font les océanologues quand ils étudient les baleines, c'est qu'ils mettent carrément le micro ou le haut-parleur carrément dans l'eau. Comme ça, le son il va directement se déplacer de la baleine au bateau. Et l'intérêt, c'est que ça va très vite, ça va plus vite que dans l'air. D'accord? Donc par exemple, si vous êtes dans un sous-marin et que vous voulez discuter avec un autre sous-marin en envoyant des sons, vous avez tout intérêt à le faire sous la surface que dans l'air. Dans l'air, ça va être très lent, alors que dans l'eau, ça va aller 10 fois plus vite. En réalité, les sous-marins, ils font des messages radio, hein, donc ils s'embêtent pas avec ça. Alors les sonars, ouais, c'est un peu le même principe. Le sonar, en fait, on va envoyer un son qui va se déplacer donc très vite dans l'eau et qui va revenir très vite. Donc le sonar dans un sous-marin, ça va plus vite que le sonar dans l'air. Donc une chauve-souris, par exemple, imaginons qu'on fasse fonctionner une chauve-souris dans l'eau, bon, ça ne fonctionne pas parce que ça meurt, on est d'accord. Mais si on prenait le sonar d'une chauve-souris dans l'eau, la chauve-souris elle serait complètement paumée. Le sonar, il irait beaucoup plus vite que ce qu'elle a l'habitude, donc elle aurait l'impression que le signal lui est revenu tout de suite, donc elle croirait qu'il y a un mur tout de suite devant elle, alors que c'est pas forcément le cas. Donc le sonar, il est adapté au milieu. Par exemple, des animaux, les belugas, etc., ils ont des sonars intégrés. Et un beluga, c'est réglé pour marcher dans l'eau. Enfin, c'est réglé. Naturellement, ils fonctionnent dans l'eau, leur sonar. Préciser comment un objet ou un animal émet un signal sonore, bah, comme nous, hein, il vibre, fait vibrer de l'air ou de l'eau, par exemple. Donc une baleine qui fait du bruit dans l'eau fait vibrer de l'eau. Et donc cette vibration de l'eau, c'est une onde qui va se déplacer dans l'eau, donc plus vite que dans l'air, pour rappel. Et du coup, on va arriver à avoir un signal qui va arriver avec deux baleines, etc. Alors, d'après le document 2, citez deux exemples concrets de déformation d'un milieu permettant de créer un signal sonore, pardon. Il y a plein de choses, hein. Si vous tendez par exemple un élastique, vous le faites vibrer, vous allez faire vibrer de l'air parce que la vibration de l'élastique va se transporter dans l'air. Quand vous tapez dans les mains, je claque en fait, donc je vais faire une compression de l'air et c'est ce claquement que vous entendez. Donc question 2, comment le chant des baleines se propage-t-il sous l'eau? Par compression et dilatation de l'eau, des molécules d'eau. Comment le son émis par les instruments de musique se propage-t-il dans l'air? Par compression et dilatation de molécules d'air. Et comme les molécules d'air sont plus distantes l'une de l'autre que les molécules d'eau, ça va plus vite dans l'eau que dans l'air. Indiquer si un signal sonore peut se propager dans l'acier? Oui, même bien et très vite. Dans le vide, non, c'est pas terrible dans le vide parce qu'il n'y a pas d'air, donc forcément les particules ne se déplacent pas, donc il n'y a pas moyen d'aller faire taper les autres particules à côté. Et je lui ai demandé de regarder l'activité là. Alors cela, on peut la faire rapidement. Donc voilà, ce qui se passe en fait quand il y a un avion qui passe le mur du son, c'est que il va comprimer les molécules d'air devant lui. Et le problème, c'est que toutes les ondes sonores qu'il va émettre, elles vont se retrouver toutes devant lui. Et donc concrètement, il va y avoir une compression vachement grande au même endroit, qu'on appelle le mur du son. Et quand il passe le mur du son, en fait, il va comprimer et ça va carrément faire une compression tellement importante qu'il va faire ce qu'on voit là, c'est de la vapeur d'eau. C'est ce qu'on lance. Et donc en fait, quand il passe le mur du son, il va faire un bruit. Alors ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le mur du son, en fait, c'est une compression qui va suivre l'avion. C'est pas à un moment précis, il passe le mur du son et puis on n'entend plus après. En fait, quand l'avion il passe au-dessus, par exemple, d'Épinal, au-dessus du mur du son, derrière lui, il y a une compression de l'air qui va le suivre, mais qui va être un peu derrière lui. Et donc, ce qu'on entend passer, en fait, c'est la compression de l'air qui passe au-dessus de la ville. Vraiment, les avions de chasse, ils n'ont pas le droit de faire ça au-dessus des villes, parce que ça fait trop de bruit. D'accord? Si un avion de chasse passait très proche du sol avec le mur du son, il pèterait toutes les fenêtres. Il pèterait les fenêtres parce que justement, il y a une compression tellement importante que ça pourrait faire exploser les fenêtres. Et quand il y a une grosse explosion, les fenêtres explosent. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à AZF à Toulouse, etc. Quand il y a des grosses explosions, les vitres peuvent exploser parce que c'est bien une compression de l'air. Même souffler des flammes de bougie avec de l'air. En soufflant fort, on peut souffler une flamme de bougie. Donc là, on vous demande juste de comparer les valeurs de vitesse. Donc ça, c'est du cours, on l'a déjà vu. Donc c'est exactement ce qu'il y a dans le cours. Donc il y a rien de nouveau. Donc on avait dit un marcheur environ 1 mètre seconde, un vélo autour de 20 km/h, c'est-à-dire à peu près 5 mètres secondes. En voiture, on est à peu près à 90 km/h, donc on va dire environ 30 mètres secondes. Un TGV, ça serait de l'ordre de 300 km/h, donc ça serait de l'ordre de 100 mètres secondes. Un avion, ça se rapproche de la vitesse du son.
Un avion de chasse va plus vite que la vitesse du son. Dans l'air, donc ce qui est ça qui nous intéresse surtout, c'est que dans l'air, le signal sonore, c'est à peu près 340 mètres secondes. Et la lumière, c'est 3, 10 puissance 8 mètres secondes. Donc c'est bien plus grand. Donc pour rappel, un 3 10 puissance 8, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait ça par rapport à ça. Donc c'est bien plus important. Non, il ne veut pas tout effacer. Si, il veut bien, oui. Donc là, vos convertir en mètres par seconde, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà faites dans le cours. Et c'est tout ce que je vous ai demandé de faire. Par contre, les exos, je vous laisserai les faire tout seul. On corrigera ça la prochaine fois. Donc on a dit mercredi, je crois. C'est bon? Donc, j'arrête de partager. Toc, voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, on fait quoi? Bah, c'est fini. On va repartir vous occuper. Bon? Donc, n'oubliez pas, ceux qui n'ont pas fait le DS, l'appel sur mon bureau numérique, sur Moodle. N'oubliez pas de faire les exos pour mercredi. D'accord? Et puis, je vais essayer de vous mettre le chapitre 13. Faire le chapitre 13, du coup, ce sera donné, je pense, le mettre peut-être quelle journée là? Mercredi, je finis peut-être demain. Donc demain, je mettrai. Bah, en fait, c'est la même suite. Le chapitre 13, tout simplement, c'est la suite. On va expliquer un peu qu'est-ce qui caractérise le son, aigu, grave, fort, pas fort, le timbre, etc. Donc, je vous mets le chapitre 13 sur Moodle et je vous en informe par mon bureau numérique. Normalement, ça marche pour la majorité d'entre vous maintenant. N'oubliez pas de faire les exos pour mercredi. Et donc, on se retrouve mercredi à 14h. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bah, bonne soirée, bonne fin de journée plutôt. Et je vous mets la vidéo aussi, je vous l'envoie par mon bureau numérique.